Bonjour et bienvenue sur Cinéramax, c'est Halloween, la saison des sorcières et des petits fantômes. Alors cette semaine on parle de 5 films à voir le soir d'Halloween, ou à un autre moment si vous préférez. Et plutôt que de parler des grands classiques que sont Shining, L'Exorciste, des films de Burton ou de Carpenter, on va s'intéresser à d'autres films vraiment excellents, et d'ailleurs signés par des grands réalisateurs, mais qui sont peut-être des outsiders face à ces classiques, des films en tout cas qu'il serait dommage d'oublier, de ne pas voir et de ne pas revoir. Le Halloween de 1978, signé John Carpenter, est un film qui a marqué son époque et le cinéma de genre au point de générer de nombreuses suites et remakes de qualité, souvent médiocres, il faut bien le dire, jusqu'à encore tout récemment, des ersatz au mieux potables mais qui n'arrivent jamais à la cheville du film originel. Carpenter a inventé un genre et une autre façon de filmer, une façon de dépeindre le mal, de positionner le danger qu'il représente dans un cadre grand angle. En s'attaquant à un nouvel Halloween en 2007, Rob Zombie a bien compris qu'il partait d'un matériau inégalable et qu'il fallait se l'approprier plutôt que de tenter de le copier comme ce qu'ont fait tous les autres avant lui. Et ça tombe bien puisque Rob Zombie est un réalisateur qui a un univers bien à lui et qui est, comme John Carpenter, un rebelle du cinéma, soit l'exact opposé des tâcherons qui déconstruisent depuis 20 ans la plupart des grands mythes du cinéma. Le Halloween version Rob Zombie est donc une relecture personnelle qui s'inscrit tout d'abord dans un autre paysage américain, loin de la middle class et des petites banlieues du film de Carpenter, mais plutôt dans un milieu pauvre et un climat familial chaotique, quasi désespéré pour le jeune Michael Myers, avec une mère stripteaseuse et un père alcoolique et violent, voilà pour le tableau. Le film va ainsi prendre le temps de s'intéresser plus longtemps à la jeunesse de Michael Myers, en essayant de l'humaniser et de développer son personnage, par exemple, dans le rapport qu'il entretient avec son masque, mais sans jamais excuser ses actes et ce qu'il va devenir, à savoir une machine à tuer dénuée de toute humanité. Toute la première partie, jusqu'à son évasion de l'hôpital psychiatrique, parvient tout simplement à faire oublier le film de Carpenter. La deuxième partie est plus conventionnelle, mais le Halloween de Rob Zombie, c'est un film vraiment réussi, aussi parce qu'il est très dur, très radical et sauvage, et qu'il est exactement ce que doit être un remake, à savoir un film respectueux de son modèle, mais qui s'en affranchit. On a tendance à oublier ce film dans la filmographie de Peter Jackson entre sa période néo-zélandaise et ses films monumentaux que sont King Kong et Le Seigneur des Anneaux, et c'est vrai que Lovely Bones occupe une place un peu particulière dans sa carrière, et je dois dire que j'ai un attachement particulier pour ce film qui est à la fois sensible et ultra maîtrisé, surtout dans sa dimension tragique, comment il l'amène, comment il la dépeint, comment il nous fait ressentir l'injustice d'être fauché par la mort quand on est jeune. Le concept de base du film est assez fort, une jeune fille assassinée par son voisin regarde comment sa famille va continuer à vivre depuis un autre monde, un au-delà fantasmagorique, et c'est ce qui fonctionne tout de suite dans le film, c'est qu'on est immédiatement avec le personnage, avec sa famille, et qu'on accepte ce concept, l'idée de suivre en parallèle deux univers différents qui se répondent l'un à l'autre. Une idée qui fait écho à un autre petit chef-d'œuvre de la filmographie de Peter Jackson, époque néo-zélandaise, Créature céleste, qui était d'ailleurs le premier rôle au cinéma de Kate Winslet. Celui-là aussi, voyez-le. Dès les premières minutes de Lovely Bones, on est devant une histoire émotionnellement puissante et qui va tenir tout au long du film grâce au savoir-faire de Jackson et une mise en scène toujours à l'aise, que ce soit dans le drame ou dans le thriller. Un projet plus modeste, mais avec des idées toutes les 5 minutes, c'est juste brillant, et on en sort avec une furieuse envie de vivre chaque instant. Prénom, Suzy. À plus tard. Au revoir, Suzy. Tu es magnifique, Suzy Salman. J'avais 14 ans quand j'ai été assassinée. Tu es la fille Salmon, c'est ça? Le 6 décembre 1973. Le cinéma belge et plus largement européen, une histoire un peu contrariée avec le cinéma de genre, mais au début des années 2000, une nouvelle génération de cinéastes européens va émerger, une génération qui a grandi avec les classiques des années 70-80, des réalisateurs comme Pascal Laugier, comme Jaume Balagueró, comme Alexandre Aja, et en Belgique, Fabrice Duvels. En 2004, il sort son premier long métrage, Calvaire, qui raconte l'histoire d'un homme séquestré dans les bois, dans les Ardennes belges, par un autre homme qui pense qu'il est l'incarnation de sa femme. Calvaire semble être au premier abord un vrai exercice de style qui reprend les codes du survival et des classiques comme Massacre à la tronçonneuse et Misery, mais très vite le film s'en éloigne pour développer sa propre personnalité en altérant des idées originales, gros malaise, violence crue et humour noir, tout en n'oubliant pas de construire une psychologie à ses personnages, ce qui nous permet de nous attacher très vite à eux. Un premier film concrétisé avec un tout petit budget mais très soigné au niveau de sa réalisation et de sa photo, une belle carte de visite qui va révéler le savoir-faire indéniable de Fabrice Duvels,
qu'il continuera de cultiver dans ses films suivants. Un film à voir et à revoir dans une édition tout récemment restaurée en Blu-ray. Comment expliquer l'échec commercial d'un film aussi réussi que Nightmare Alley? Avec son sujet, son casting, son réalisateur récemment oscarisé, tout indiquait que le film allait être un succès, au moins estimable, et finalement il n'en fut rien puisque le film, qui a coûté 60 millions de dollars, en a rapporté moins de la moitié. En 2018, à peine sorti de son film le plus récompensé, Guillermo del Toro peut faire ce qu'il veut et il se lance dans Nightmare Alley, une histoire qui se déroule dans le monde d'un cirque itinérant, d'une foire aux monstres avec ses trucages, ses lumières, ses bonimenteurs, ses voyantes, ses mentalistes et ses attractions fantaisistes. Un cadre assez logique qui prolonge tout le reste de sa filmographie puisque Guillermo del Toro a toujours parlé des frontières de l'humanité à travers des histoires de monstres et de créatures fantastiques. Mais avec Nightmare Alley, et c'est là qu'est le gros twist de sa filmographie, c'est que pour la première fois, tous les monstres sont des humains. Del Toro est passé maître dans l'art de caractériser des méchants d'anthologie et complexes, on pense à Sergi Lopez dans Le Labyrinthe de Pan, à Michael Shannon dans La Forme de l'eau, ou encore à Luke Goss, qui interprétait le prince Nuada dans Hellboy 2. Dans Nightmare Alley, tout est beaucoup plus nuancé, on suit d'emblée un personnage ambigu, mystérieux et carrément pas net, dans un univers lui-même ambigu où tout n'est que mensonge, fourberie et illusion. Del Toro dessine une vraie ambiance sombre et baroque jusqu'à un final tragique d'une ironie et d'une cruauté comme on en voit rarement au cinéma. Malgré l'échec du film, le réalisateur mexicain est ici au sommet de son art au point qu'on peut vraiment se demander si Nightmare Alley n'est pas tout simplement son meilleur film. Sometimes you don't see the line till you cross it. You don't fool people, Stan. They fool themselves. Et on termine avec un film que j'ai beaucoup de mal à revoir aujourd'hui, tant la première vision a été un vrai choc. Midsommar d'Ari Aster est un film auquel je n'étais sans doute pas préparé. Un cran au-dessus d'Hérédité, son film précédent, qui était déjà pas mal, Midsommar se distingue tout d'abord par sa mise en scène tout simplement renversante, ses longs travelling, la symétrie angoissante de ses cadres et le sens qu'il donne à ses images. On est vraiment dans un travail d'une précision exceptionnelle au point d'en arriver à penser par moments au cinéma de Stanley Kubrick. Le film est un peu l'héritier de Wicker Man, un film britannique des années 70 avec Christopher Lee, dans la mesure où il pose son histoire dans une petite communauté, un village isolé en Suède, en été, à un moment où le soleil ne se couche pas, lors d'un festival estival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans et qui accueille ici quelques touristes pour l'occasion. On suit un groupe de jeunes qui font partie de ces visiteurs curieux et qui vont réaliser lentement que cette communauté vit selon le mode d'emploi de la parfaite petite secte, et ce qui n'est que des malaises au début vont se transformer en véritable cauchemar. Midsommar est un film très riche qui aborde de nombreux thèmes en proposant une approche complètement originale du radicalisme religieux, en cultivant l'idée quasi perdue d'un cinéma de genre qui porte des idées politiques et qui est représentatif des tourments d'une génération, en abordant aussi avec beaucoup de finesse la situation d'un couple en bout de course. Midsommar est un film hors norme qui frappe très fort et une réponse fulgurante à tous ces films de genre interchangeables, aux effets faciles, vite vus, vite oubliés. Un film qui vous accroche et qui ne vous lâche plus, jusqu'à son final terrassant qui fait s'entrechoquer plusieurs émotions contradictoires. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de voir ou revoir ces quelques films. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre avis, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube Cinéramax et à bientôt pour de nouvelles aventures.